Le procès du 28 septembre tend vers sa fin. Les réquisitions et plaidoiries sont prévues pour le 13 mai prochain. Et déjà, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on a fait autant de bruit pour ça? Est-ce que déjà c'est la fin? Est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Est-ce que les confrontations se sont passées comme il faut? Beaucoup de questions se posent. Pourquoi il n'y a pas eu de transport judiciaire sur ce qui a été longtemps appelé comme étant des fausses communes à certains endroits de la capitale? Est-ce que aujourd'hui la Guinée a gagné de la crédibilité sur le plan judiciaire par rapport à ce procès? Est-ce que la CPI sera en droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord, la procédure n'a pas été respectée, ou bien tout s'est bien passé? Est-ce que la CPI a son mot à dire dans ce qui va se passer dans cette affaire? Si il y a qualification et que les crimes sont considérés comme des crimes contre l'humanité, est-ce que le président aura toujours le droit de grâce sur ce qui se passe dans ce procès? Alors c'est entre autres des questions que beaucoup se posent et que mes invités auront la lourde responsabilité de répondre. Je vais commencer par vous, puisque vous êtes avocat d'un des accusés et vous êtes donc au parfum du dossier. Dites-nous aujourd'hui, très bientôt on va entamer la dernière phase, si je ne m'abuse, des réquisitions et plaidoiries. Jusqu'ici, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ce procès? Écoutez, laissez-moi vous dire que nous sommes plus ou moins satisfaits du déroulement du procès. Et c'est tout à fait normal. Dans un procès d'une telle envergure, il y a toujours des hauts et des bas, pour ne pas dire des points qui déçoivent et des points qui pour nous constituent une avancée, n'est-ce pas, dans la construction d'un État démocratique, dans la construction d'un État de droit. Aujourd'hui, nous avançons vers la phase sacrée du procès pénal qu'on appelle la phase de réquisition et plaidoirie. C'est une phase dans laquelle le procureur de la République, ils sont au nombre de 3 au parquet, ils vont faire des réquisitions, ils vont partager avec le tribunal et toutes les parties leur conviction du dossier, ils vont au terme de leur réquisition requérir éventuellement des peines d'emprisonnement et éventuellement des acquittements. Et à leur suite, la partie civile, à travers ses avocats, viendront, n'est-ce pas, plaider. Et le dernier mot reviendra à la défense, à travers ses avocats, qui vont aussi plaider. Et le dernier des derniers mots reviendra aux accusés, qui vont prononcer, n'est-ce pas, leurs phrases. Et le tribunal, dans la limite de sa compétence, va leur dire en quels termes ou dans quelles limites ces accusés devront s'exprimer. C'est une phase sacrée parce que dans un procès pénal, en principe, on ne doit pas interrompre un procureur dans ses réquisitions. D'accord, on va arriver au niveau de la réquisition. C'est quoi, comment ça se passe? Mais déjà, jusqu'ici, je demande, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement du procès? Parce qu'à plusieurs reprises, on vous a vu bouder, on se rappelle encore de ces images, de vous en particulier, qui était en train de sortir et dire, c'est le juge qui sait comment il va gérer, s'il peut gérer un procès pénal sans avocat. On a vu plusieurs fois les avocats de la défense se plaindre de pas mal de choses. Aujourd'hui, on tend vers la fin. Est-ce que, malgré que vous avez trouvé un terrain d'entente, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé jusqu'ici? Vous savez, le procès pénal rime avec les incidents. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du procès pénal. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tentés, chacun en ce qui le concerne dans son rôle, commettre des erreurs. Autant le juge peut commettre des erreurs, autant le procureur, les avocats peuvent en commettre autant. Peut-être que c'est nous qui n'avions pas raison, peut-être que c'est le président ou le procureur qui n'avait pas raison, mais nous avons, en tout cas du côté de la défense, une raison objective en ce qui nous concerne de bouder d'une manière ou d'une autre les audiences. Vous conviendrez quand même avec nous que les rares fois, parce que ça n'a pas été quand même récurrent, les rares fois que nous avions décidé
de bouder les audiences, c'est parce que nous avions estimé que nous n'avons pas été entendus. Et je pense que la dernière fois qu'on a boudé, c'est que nous avions exercé quand même un recours face à une décision qui nous a paru confuse. Le tribunal a décidé de joindre la question de réqualification au fond. Pour certains, le parquet et la partie civile ont été déboutés. Pour nous, nous ne disons pas que nous sommes sortis victorieux, mais nous avions simplement exigé une certaine clarté. Nous avions choisi de ne pas nous voir surprendre à la fin des débats, d'être confondus à cette situation. Mais à présent, je peux vous dire avec certitude et conviction que ceux qui avaient estimé que le ministère public avait été débouté sur la question de la réqualification ont eu raison. Dans la phase de réquisition et plaidoirie, les parties vont plaider conformément à l'ordonnance qui a séduit le tribunal. Et non par rapport aux infractions objet de la demande de réqualification. Parce qu'en droit, il est impossible pour le tribunal de condamner sur la base d'une nouvelle réqualification sans avoir ouvert le débat, c'est-à-dire permettre aux personnes mises en cause de se défendre par rapport à la nouvelle incrimination. Donc si le tribunal était dans les dispositions d'admettre la nouvelle réqualification, il aurait permis aux accusés d'être interrogés sur les nouveaux chefs d'inculpation pour lesquels la demande de réqualification a été introduite. Mais dès lors, le tribunal a clos le débat et a ordonné la réquisition et plaidoirie, nous sommes en mesure de donner raison à ceux qui ont dit que de façon implicite, la demande de réqualification a été rejetée. C'est pourquoi nous, avocats en tout cas de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, nous viendrons plaider l'acquittement du capitaine sur la base des infractions objet de la saisine du tribunal criminel. D'accord, on va revenir sur tout ça. Docteur, je vais aller avec vous. On va parler de réqualification, mais d'abord, il a dit 3 termes: libération, acquittement, relax. C'est quoi la différence? Bon, écoutez, je pense que il vous a expliqué en termes très clairs ce que c'est que la phase de réquisition et plaidoirie. Clairement. Pourquoi on commence par les réquisitions? Parce que le ministère public, dans le procès pénal, représente la société. Il est normalement censé être pour tout le monde. Il est censé raisonner dans le sens de l'objectivité. Même si son raisonnement peut être aperçu comme étant partisan, ça dépend de là où on se trouve. Dans les conditions normales et dans l'ordre chronologique des choses, c'est la partie civile qui prend la parole en premier pour plaider. Et après la partie civile viennent les réquisitions du ministère public parce que dans ce dossier, il y a 3 magistrats du ministère public qui, je ne sais comment ils vont s'organiser, qui pourraient, n'est-ce pas, requérir selon l'ordre interne. Dans les conditions normales, c'est un seul qui devrait le faire, mais malheureusement, le tribunal en a décidé ainsi. Et à l'issue, n'est-ce pas, de l'intervention de ces 2 camps, viendra forcément le discours des avocats de la défense. En tout cas, le discours qui proviendra des avocats dans ce dossier est appelé plaidoirie, comme il a si bien défini, et c'est clair, c'est très net. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit... Mais on a parlé de libération, d'acquittement et de relax. C'est quoi la différence? Oui, écoutez, vous savez, il a dit un truc très intéressant. La partie civile est dans son rôle. Et à travers ses avocats, croyez-moi, ils vont démontrer la souffrance que les personnes dont les avocats de la partie civile ont la tâche de défendre ont subi. Et à travers le discours, ils vont essayer de démontrer l'existence ou l'imputabilité des faits poursuivis aux accusés poursuivis dans cette affaire. Et à l'issue de ça, ils vont plaider, n'est-ce pas, leur condamnation pour le paiement des sommes d'argent qui pourraient contribuer à réparer le préjudice qui aurait été subi
par les personnes dont ils ont la charge de défendre. D'accord? Maintenant, là-bas, le ministère public, en tant que représentant de la société, dans les conditions normales, comme il a si bien souligné, requiert à charge ou à décharge. Si le parquet estime, selon sa conviction, que certains groupes d'accusés sont coupables de faits poursuivis, il va requérir des peines d'emprisonnement et éventuellement des peines d'amende, voire se prononcer sur la réparation civile réclamée par la partie civile. Mais si le ministère public, en âme et conscience, estime qu'un groupe d'associés, ou pour ne pas du tout les accuser, ne peut pas être condamné, il pourra naturellement requérir l'acquittement. En procès pénal, les termes ont leur place. Quand nous sommes en matière criminelle, l'élargissement de l'innocence est appelé acquittement. Lorsque nous sommes dans le procès correctionnel ou contraventionnel, on dit relax. Donc, dans ce cas précis, nous sommes en matière criminelle, on parlera d'acquittement quand le ministère public estime que tel ou tel accusé ne peut pas être retenu dans les liens de la culpabilité. D'accord. Alors, on va parler de requalification. Puisque souvent, on a dit qu'il faut requalifier. Aujourd'hui, vos clients, je parle de façon globale de la défense, sont accusés de quoi? Et quand on parle de requalification, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on demande et comment ça se fait? Vous savez, quelqu'un a dit que c'est en toute sagesse que le tribunal criminel a décidé de joindre cette question au fond. Mais sauf que le tribunal, en décidant de joindre cette question au fond, n'a pas permis aux parties d'interroger à nouveau les accusés sur le nouveau chef d'inculpation réclamé par le ministère public. Dès lors, on est à mesure d'interdire à toute partie dans ce procès de requérir ou de plaider des nouveaux chefs d'inculpation autres que les chefs retenus dans l'ordonnance. Sinon, ça serait rentré en violation des droits de la défense. On ne peut pas juger une personne sur une nouvelle qualification sans lui avoir donné la possibilité de se défendre de ce chef. Dans le procès criminel, l'avocat assiste. Il ne représente pas. Si le tribunal avait opté réellement, sérieusement, de nouveaux chefs d'accusation, il aurait réouvert les débats sur ces nouveaux chefs. Les accusés auraient été interrogés sur ces nouveaux chefs. Les avocats et le ministère public, voire le tribunal, auraient posé des questions de ces nouveaux chefs. À partir du moment où ce n'est pas le cas, en tout cas, la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, et ça pourrait d'ailleurs s'élargir à d'autres avocats de la défense, nous allons plaider des chefs d'inculpation objet de l'ordonnance de renvoi. Alors aujourd'hui, les chefs d'inculpation, c'est quoi? On les accuse de crimes. Pour la plupart des accusés, on parle de viol, meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, vol, séquestration. Et la qualification va porter sur quoi? C'est pour leur accuser de quoi? Pour ce qui concerne le capitaine Moussa Dadis Camara, on parle de complicité de ces chefs d'inculpation et de non-assistance à personne en danger. Dans les requalifications, on parle de crimes contre l'humanité, de responsabilité de commandement des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques. D'accord. Et c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est au niveau des peines encourues ou qu'est-ce qui va se passer s'il y a une requalification? La vérité, c'est quoi? C'est qu'au niveau des peines, rien ne change. Rien ne change parce que avec le nouveau code pénal de 2016, la peine de mort a disparu. Et la plus haute peine aujourd'hui, oui, 2016, octobre 2016, la plus haute peine prévue aujourd'hui dans notre législation, c'est la perpétuité. D'accord. Et quand vous prenez des chefs de meurtre, d'assassinat, c'est des infractions qui sont passibles de peine d'emprisonnement à perpétuité. D'accord? Et ce qui change quand on va sur le terrain de la responsabilité de commandement, c'est que la responsabilité de commandement des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques peut être amenée à envisager la responsabilité pénale d'un chef hiérarchique
ou d'un supérieur administratif par le fait de se préposer dans des conditions bien précises. Il faut bien le rappeler, dans des conditions bien précises. Et je ne veux pas, et ça c'est personnel, je ne veux pas me comporter ici comme nous étions au prétoire et au risque d'être déloyal parce que nous sommes quand même devant un organe de presse. Je ne veux pas beaucoup plus m'aventurer sur les éléments techniques qui peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de l'établissement des infractions en matière de responsabilité de commandement. Rapidement, mais ce que je sais... Une toute dernière question avant que je ne passe la parole à Dr Diallo. Vous avez parlé du code pénal de 2016 qui a aboli la peine de mort. Mais les événements du 28 septembre, c'est depuis 2009. Est-ce qu'ils vont être jugés sur la loi de 2016 ? Est-ce qu'il n'y a pas le principe de non-rétroactivité de la loi? Je me pose cette question parce que si c'était l'inverse. Très rapidement. Si c'était l'inverse. Très rapidement. En droit pénal et d'ailleurs en droit d'une manière générale, la loi ne dispose que pour l'avenir, je le dis sous le contrôle de deux grands juristes publicistes ici, le docteur en droit. La loi ne dispose que pour l'avenir. Dans la matière pénale proprement dite, il y a ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines. D'accord? On ne peut pas poursuivre une infraction qui n'est pas au préalable définie et punie par la loi. D'accord? Et mais je trouve qu'il y a une petite exception qui concerne les peines les plus douces, hein, quand la nouvelle loi pénale est plus douce, ou des règles de procédure. Dans le cas présent, avant 2009, on avait le code pénal de 98 qui était en vigueur, qui avait quand même prévu la peine de mort pour les cas d'assassinat. Avec le code pénal de 2016, vous avez la perpétuité. C'est pourquoi on peut être en mesure d'appliquer le nouveau code pénal. Mais on ne peut pas appliquer le nouveau code pénal sous de nouvelles incriminations, c'est-à-dire les incriminations qui n'étaient pas consacrées dans le code pénal qui était en vigueur à l'époque des faits. C'est là où le débat a tourné entre le ministère public, la partie civile et la défense. Nous avions estimé que si vous vous en tenez à la Convention de Rome qui parle des crimes contre l'humanité, CPI et tout ça, on n'est pas devant la CPI. Quand vous lisez la Convention de Rome, on parle des crimes contre l'humanité, on parle des peines prévues qui sont applicables par la Cour. Mais on n'est pas devant la CPI. Alors si on est devant la juridiction guinéenne, si on veut sérieusement parler de l'application de l'accord de Rome, on aurait dû demander l'application directe de l'accord de Rome que de parler du code pénal. On ne peut pas, je conclus là, on ne peut pas en l'état demander l'application du code pénal de 2016 pour des infractions qui auraient été commises en 2009. C'est juridiquement impossible. D'accord. Docteur, si ce n'est pas requalifié, vu qu'à un moment donné, la CPI considérait que il y a eu des crimes contre l'humanité, est-ce que la CPI peut demander à la Guinée de se dessaisir du dossier pour le reprendre? Je le dis sous le contrôle de deux grands juristes publicistes, internationalistes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité. C'est quand les juridictions guinéennes sont dans l'incapacité de juger que la CPI peut s'approprier de cette affaire. Raison pour laquelle je n'ai pas tellement compris la signature d'une convention entre la Guinée et la CPI par rapport au jugement de cette affaire. C'est pour ces mêmes raisons que je n'ai pas compris la précipitation avec laquelle l'adjoint du procureur de la CPI s'est aussitôt rendu en Guinée le lendemain de la saisine de la Cour d'appel de Conakry d'un recours signé des avocats de la défense pour demander la clarification par rapport à la question de joindre la requalification au fond. Je pense que nous devons assumer notre souveraineté. Docteur l'a dit et bien dit en rappelant l'entrée en vigueur des conventions internationales au plan international et au plan interne. Je vais rajouter en disant que en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la signature des statuts de Rome au plan international, ça interpelle la Guinée à se soumettre aux décisions qui peuvent être rendues par la Cour pénale internationale.
à coopérer avec la Cour pénale internationale dans le cadre des infractions qui entrent dans ses compétences. D'accord? Et maintenant, si ce dossier était déféré devant la CPI, personne ne s'en prendrait à la Guinée pour avoir livré les présumés auteurs à la CPI. Mais encore que le statut de Rome oblige les États signataires à intégrer les incriminations qui se trouvent dans cette convention au niveau national. Alors quand c'est fait au niveau national, est-ce qu'il faut l'appliquer de manière rétroactive? Je pense qu'il a donné une réponse très pertinente, qui est d'application d'ailleurs absolue en droit pénal, c'est que la loi pénale, en principe, ne rétroagit pas. Elle ne rétroagit que quand il s'agit des peines les plus douces ou quand il s'agit des lois de procédure. Ce n'est pas le cas d'espèce. Et ce que je veux rajouter pour un peu contrecarrer ce que mon frère Abdurrahman vient de dire, c'est que dans ce dossier, les chefs d'inculpation, les chefs d'accusation qui sont réclamés par la partie civile et le ministère public ont été déjà définitivement jugés par les juridictions nationales. Dans ce dossier, il y a eu une première ordonnance, non-lieu partiel, renvoi devant le tribunal criminel. La partie civile a fait appel. Le dossier est venu en appel. On a réclamé à ce que cette ordonnance soit infirmée afin que le crime contre l'humanité soit intégré. La Cour d'appel a estimé qu'on ne peut pas intégrer les crimes contre l'humanité, les responsabilités de commandement étant données qu'au moment des faits, ces infractions n'étaient pas internalisées. Je vous rappelle que le capitaine Moussa Dadis avait été inculpé pour responsabilité de commandement. Et dans l'ordonnance de renvoi qui saisit aujourd'hui le tribunal criminel, il a été clairement mentionné que la responsabilité de commandement pouvait s'apparenter à la complicité. C'est pourquoi on a retenu la complicité. Et même à la Cour suprême, c'est le même raisonnement qui a été produit. Donc, nous avons absolument la lecture, la position de la Cour suprême quant à l'application rétroactive ou non du Code pénal de 2016. Et le Code pénal, la Cour suprême s'est alignée dans la même logique que Dr Sylla, en disant, puisqu'au moment des faits, ces infractions, quoi qu'incriminées dans le statut de Rome, n'étaient pas intégrées dans notre Code pénal, on ne peut pas les appliquer. D'accord. Antoine, une question simple. Est-ce que le juge avait été saisi par une des parties pour effectuer ce transport judiciaire? Oui, bien sûr, la partie civile était la première à poser le problème. Est-ce que le juge a été saisi? Oui. Lorsque, dans les débats, une des parties demande un transport judiciaire, je pense que c'est normal. D'ailleurs, c'est pour ça que le tribunal, sans avoir entendu la réaction du parquet, s'était déjà prononcé sur la question. Mais permettez-nous de vous dire, ordonné ou pas, ça ne fait ni chaud ni froid à la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Si le tribunal le veut, même au 13 mai, il peut revenir sur sa décision, s'il le veut, ordonner un transport judiciaire pour aller vérifier ce que le ministère public et la partie civile ont demandé. À date, est-ce que le tribunal s'est prononcé pour dire qu'il n'y aura pas de transport? Bien sûr, là c'est déjà dépassé. D'accord. Et je pense que ce sera très illogique que le tribunal revienne sur sa décision, même si, on nous donnait la parole ce jour, on allait s'en remettre simplement à la sagesse du tribunal, parce que de près ou de loin, on ne se reproche de rien. Je parle du capitaine Moussa Dadis Camara. Maintenant, je voudrais terminer, parce qu'on est pris par le temps, pour dire que je ne suis pas d'accord avec mon ami quand il dit que l'amnistie ne peut pas intervenir en aval. Le cas le plus illustratif, c'est le cas Sonko. Le cas Sonko. Et vous savez, les lois d'amnistie interviennent dans des contextes et pour des objectifs bien précis. Et c'est généralement pour des questions de paix, pour des questions de réconciliation nationale. On intervient pour aménager des lois, soit empêcher des poursuites ou effacer. Malheureusement, on est à